Je suis d'abord ici pour vous parler du projet de société qu'on porte avec la formidable équipe qu'on a rassemblée, Manon et moi, pour porter les couleurs de Québec solidaire. Et puis bon, si je voulais vous décliner l'ensemble de ce qu'il y a dans ce projet-là, vous parler de tout ce qu'il y a dans la plateforme électorale, on en aurait sans doute pour quelques heures. Alors je ne ferai pas ça, mais je vais partir des crises qui sévissent en ce moment au Québec. Je pense que la meilleure manière de comprendre le projet de Québec solidaire, c'est de prendre comme point de départ ce qui se passe en ce moment au Québec. Si je devais résumer la situation du Québec de 2022, je dirais qu'on est face à 3 grandes crises qui menacent notre avenir. La première, c'est sans doute la crise la plus urgente, c'est la crise du coût de la vie. La deuxième, la crise qui est sans doute la plus triste ou la plus tragique, c'est ce qui se passe dans notre système de santé, en particulier le sort qu'on réserve aux aînés au Québec. Et la crise la plus grave, celle qui, je pense, doit le plus nous inquiéter pour l'avenir, c'est bien sûr la crise climatique. Parlons d'abord de la crise du coût de la vie. On est face à la pire inflation en 30 ans. Il y a des gens qui, jusqu'à tout récemment, étaient dans la classe moyenne, qui de plus en plus glissent dans la pauvreté. Vous savez, moi, j'ai commencé à faire de la politique, ça fait pas si longtemps que ça, il y a à peu près 5 ans. Puis quand j'ai commencé en politique, j'allais rencontrer des gens dans les banques alimentaires, dans ma circonscription. Puis les gens que je rencontrais dans les banques alimentaires, c'est du monde qui était sur l'aide sociale. Les prestations d'aide sociale sont tellement basses au Québec, les gens avaient de la misère à s'ouvrir, faisaient la file dans les banques alimentaires. 5 ans plus tard, quand je fais le tour des banques alimentaires, puis seul, tu vois sans doute la même chose, ce qu'on rencontre, c'est plus des gens sur l'aide sociale, c'est des gens qui travaillent à temps plein. Des gens qui ont des jobs à temps plein, parfois au salaire minimum, puis parfois même en haut du salaire minimum, mais qui ne sont même pas capables de remplir leur panier d'épicerie à la fin du mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de brisé dans notre système économique. Ça veut dire que le contrat social du Québec, le contrat social économique, en vertu duquel, si tu as un job à temps plein, ben, s'il te plaît, tu devrais être au moins capable de te nourrir comme il faut. Mais ce contrat social-là, il n'est même pas respecté en ce moment dans le Québec de 2022. Bien sûr, il y a plein de choses qu'il faut faire pour régler ces problèmes-là. Je pourrais vous parler d'augmentation du salaire minimum à 18 $ de l'heure. C'est ce que propose Québec solidaire. Mais il faut aussi, ici et maintenant, aider le plus de gens possible, le plus vite possible. C'est pour ça qu'on s'est engagé à suspendre temporairement la TVQ sur tous les produits essentiels. Parce que dans un moment où le monde sont presque... Dans un moment où beaucoup de gens ont de la difficulté à s'acheter des produits essentiels, nous, on pense que le gouvernement ne devrait pas taxer les biens essentiels. Ça, c'est 1 100 $ d'économie pour une famille moyenne au Québec. Ça va aider pas mal plus de monde, ça va aider le monde rapidement, pas juste au prochain rapport d'impôt. C'est une proposition d'urgence, une proposition temporaire, essentielle pour donner un peu de lousse dans le budget des familles ordinaires au Québec. Mais bien sûr, ça ne suffira pas. Il faut surtout, si on veut régler la crise du coût de la vie, agir sur le premier poste de dépense de toutes les familles du Québec. On est 400 ici ce soir, il y en a parmi vous qui sont locataires, il y en a parmi vous qui sont propriétaires, et pourtant, dans tous nos budgets, le premier poste de dépense, c'est toujours le même. C'est le loyer, c'est l'hypothèque, bref, c'est le fait de se mettre un toit sur la tête. On ne réglera pas au Québec la crise du coût de la vie si on ne règle pas la crise du logement. C'est pas normal qu'autant de gens sacrifient 50, 60% de leurs revenus pour se mettre un toit sur la tête. C'est pas normal que tant de gens aient de la difficulté à trouver un logement conforme à leurs besoins. À Québec solidaire, on va non seulement reconnaître la crise du logement, François Legault l'a nié pendant 3 ans et demi, mais on va la régler dès notre arrivée au pouvoir. On va la régler en rendant illégale les hausses de loyers abusives. On va la régler en serrant la vis à Airbnb. On va la régler en faisant un moratoire sur les rénovations. On va la régler en mettant sur le marché des maisons abordables pour que les jeunes familles aient enfin un accès raisonnable à la propriété. Mais surtout, on va la régler en planifiant la construction de 50 000 logements sociaux dès notre arrivée au pouvoir et en construisant 25 000 emplois de premier emploi. On ne réglera pas la crise du coût de la vie sans régler la crise du
logement. Et moi, ça me dérange que depuis le début de la campagne électorale, on ait tant parlé d'inflation, tant parlé du budget des familles et qu'on ait aussi peu parlé de logement. Pourtant, c'est ça qui coûte de plus en plus cher au Québec. Si on ne stabilise pas ce poste de dépense-là, ben on n'arrivera jamais à donner de l'air aux familles du Québec. La deuxième crise dont je voulais vous parler ce soir, c'est sans doute la plus triste, ou même la plus tragique qu'on vit au Québec en ce moment. C'est ce qui arrive à notre système de santé. En particulier, le sort qu'on réserve à nos aînés. Je dis que c'est la plus triste parce qu'on avait fait un choix de société au Québec, il y a quelques décennies, de se doter d'un système de santé public qui prend soin de tout le monde, à commencer par les gens qui travaillent dans ce système de santé. Et de centralisation en centralisation, de privatisation en privatisation, ben on s'est éloigné de ce projet-là. Et on en arrive aujourd'hui, en 2022, dans une situation où, qu'on soit travailleuse ou travailleur dans le système de santé, ou qu'on soit patiente ou patient du système de santé, bien, on a le même sentiment. On a le sentiment que ce système-là nous traite comme des numéros. Ça, c'est pas normal au Québec. Il faut mettre le cap sur un système de santé à visage humain, un système de santé qui est géré non pas en fonction des statistiques sur le tableau interactif de Christian Dubé, mais en fonction de la réalité des femmes et des hommes sur le terrain. J'insiste sur femmes parce que c'est en grosse majorité des femmes. Puis le soin que reçoivent les patientes et les patients qui vont dans ce système. On n'a pas besoin de nouvelles réformes de structure. On n'a pas besoin de brasser des organigrammes comme on fait depuis 20 ans. On n'a pas besoin d'une nouvelle patente à gosse, une application, un site Internet ou pas, c'est pas trop quoi. Ce qu'on a besoin, c'est de ramener le monde dans notre système de santé publique, parce que toutes leurs belles promesses là, aux autres partis politiques, là, ça ne vaut même pas le papier sur lequel c'est écrit si on ne ramène pas sur le terrain les soignantes qui ont quitté dans les dernières années. Puis comment on va les ramener? Pas en lançant des prêts en l'air, on va les régler en améliorant les conditions de travail des femmes qui travaillent dans notre système de santé. Ça veut dire la fin du temps supplémentaire obligatoire. Ça veut dire prendre soin du monde, qui prennent soin du monde au Québec. Et en faisant ça, ben, on va pouvoir améliorer l'accès aux soins de santé au Québec en reconstruisant une première ligne forte. Ça aussi, on en a des idées à Québec solidaire. Refaire des CLSC, des vraies cliniques de proximité. Pour que le monde arrête de se ramasser à l'urgence un jeudi soir parce que leur petite cocotte a une otite, mais qu'au contraire, soit capable d'aller voir un bon professionnel de la santé dans une clinique de proximité proche de chez eux. Puis je dis professionnel de la santé parce que c'est pas juste les médecins qui sont capables de soigner au Québec. Et donc, on donne plus de pouvoir à tous les professionnels, à toutes les soignantes qui sont dans notre système de santé, qui veulent contribuer et qui sont capables de contribuer. Il faut faire ça. Il faut faire ça au Québec. Il faut aussi mettre le cap vers la prise en charge dès la maison. C'est quoi la prise en charge dès la maison? Ben, c'est partir d'un outil qui existe déjà, le 8 à 1, le bonifier pour en faire un vrai service de triage de la maison pour que si seul, nous avons un petit problème de santé, puis qu'il faut savoir où aller, faut-tu aller à l'urgence, faut-tu aller dans une clinique? Même si on a un médecin de famille, ça ne veut pas dire que ce médecin de famille-là a un rendez-vous pour vous le jour même ou le lendemain. Le 8 à 1 qui fait de la prise en charge de la maison, ça veut dire que seul vont pouvoir appeler et dire « Hey, on a ce problème-là, je devrais-tu consulter? » Oui, non. Si oui, le 8 à 1 va être directement branché sur notre système de santé. Il va être capable de dire à seul « Oui, tu devrais aller consulter, puis il y a une place à telle heure, à telle place dans ton quartier. » Une vraie prise en charge dès la maison pour que les gens arrêtent d'être désorientés quand vient le temps de faire affaire avec notre système de santé public, qu'ils sachent par quelle porte rentrer, que ce soit efficace, facile, puis juste. Qu'on ait un médecin de famille ou pas, on a tous droit d'avoir accès aux bons soins, au bon moment, donnés par le bon professionnel de la santé.
Le versant le plus tragique de cette crise de notre système de santé, c'est bien sûr ce qui arrive aux aînés du Québec. Il y a 15 000 aînés qui sont morts dans nos CHSLD dans les dernières années. 15 000 de nos concitoyens, concitoyennes. Des gens qui ont droit, qui avaient droit, qui auraient dû avoir droit à la dignité auquel tout Québécois, toute Québécoise a droit, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a sous-financé les soins aux aînés pendant des années au Québec. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a ignoré les milliers de pages de rapports qui prennent des poussières sur les tablettes des ministères, qui nous disent que la solution, c'est le virage dans les soins à domicile. Puis moi, j'accepte pas que cette inégalité-là entre les générations continue de grandir. J'accepte pas que la génération qui a construit le Québec soit abandonnée. J'accepte pas l'indifférence de la classe politique depuis trop longtemps quant au sort des aînés du Québec. Québec solidaire, c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes avec nous, mais ce qu'on veut, c'est prendre soin de toutes les générations, puis ça commence par prendre le grand virage vers les soins à domicile pour que la génération qui a bâti le Québec soit capable de vieillir dans la dignité. C'est le strict minimum. La troisième crise dont je voulais vous parler ce soir, c'est sans doute la plus grave d'entre toutes, celle qui doit le plus nous inquiéter pour l'avenir du Québec. Je pense que je ne surprendrai personne en disant que c'est la crise climatique. Le prochain mandat du prochain gouvernement du Québec, c'est le mandat de la dernière chance. Les objectifs de lutte au changement climatique au Québec sont fixés pour 2030. Si on commence sérieusement à lutter contre les changements climatiques en 2026, donc à la fin du prochain mandat, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Il va être trop tard. Le prochain mandat, celui qui va commencer le 4 octobre 2022, c'est le dernier mandat où on a encore une chance au Québec de freiner les changements climatiques et de s'assurer d'atteindre les objectifs que la science nous a donnés pour faire notre part dans notre lutte au changement climatique sur la planète. On a la responsabilité au Québec d'être à la hauteur. On a la responsabilité de faire notre juste part dans cette lutte mondiale au changement climatique. Et on a une responsabilité d'autant plus grande qu'on a les moyens de le faire. On n'a pas de milliers de centrales de charbon à fermer pour y arriver. On n'a pas d'industrie pétrolière au Québec qui émet des gaz à effet de serre. Au contraire, on a déjà entre les mains toutes les cartes pour être un des pays les plus verts au monde. On a de l'hydroélectricité à en vendre, au sens propre et au sens figuré. On a tout ce qu'il faut pour électrifier nos transports, pour faire la transition écologique. On a tout ce qu'il faut, tout ce qui nous manque. C'est de l'ambition, c'est du courage politique. Puis depuis 30 ans, on est gouverné par des gens qui disent on n'est pas capable, ça se peut pas, c'est impossible. Moi, je suis tanné de ce manque d'ambition-là. On a déjà eu d'ambition au Québec. On a déjà eu cet amour des grands projets, cette envie de réaliser des grandes choses. On a fait sortir un pays de terre en quelques années durant la Révolution tranquille. Voyons donc, on est capable de la faire, la transition énergétique. On est capable de la faire, l'électrification des transports. On est capable d'être un des pays les plus verts au monde. C'est notre projet, c'est mon projet, c'est le projet qu'on partage, vous et nous, ce soir. Puis je ne laisserai pas François Legault convaincre les Québécois et les Québécoises que c'est pas réaliste, que c'est impossible, parce que c'est juste pas vrai. On a déposé dimanche dernier, vous avez dû en entendre un peu parler, le plan climat de Québec solidaire. Ça s'appelle Vision 2030. C'est le plan le plus ambitieux, le plus rigoureux, le plus transparent qu'un parti politique a jamais déposé dans l'histoire du Québec. Il est approuvé par un panel de 8 experts indépendants, des gens qui certifient la validité scientifique de ce qu'on propose. Notre plan, il est solide, il est crédible, il a été salué par à peu près tous les experts. Ce plan-là, j'aurai pas le temps de vous l'expliquer en détail, de vous dire tout ce qu'il y a dedans,
Mais je voulais ce soir vous parler de la pièce maîtresse de ce plan-là. La pièce maîtresse de Vision 2030, c'est une révolution transport. C'est une révolution dans notre manière de se transporter sur le territoire du Québec. Au Québec, il faut avoir de l'ambition. Puis l'ambition de Québec solidaire, c'est que d'ici 2030, d'ici 2050, tous les Québécois, toutes les Québécoises, peu importe leur région, soient capables de se déplacer du point A au point B en laissant leur voiture à la maison. Bien sûr, il y a encore des gens qui vont avoir dans plusieurs régions des voitures, c'est normal. On veut qu'ils soient électriques le plus vite possible. Mais l'idée ici, notre objectif, notre ambition, c'est de donner des alternatives aux gens pour qu'ils soient capables de laisser leur voiture à la maison. Parce que moi, quand je rencontre des Québécois et des Québécoises, je fais ça pas mal à temps plein ce temps-ci. Ça arrive assez rarement que les gens me disent à Gabriel, moi, là, je veux avoir le char le plus polluant possible, c'est mon souhait. Je rencontre pas non plus de gens qui disent, moi, Gabriel, là, mon objectif dans la vie, là, c'est de passer le plus de temps dans le trafic possible. On m'a jamais dit ça. Et j'ai même jamais rencontré une personne qui m'a dit, moi, je prendrai jamais de ma vie le transport en commun. Par principe, je suis contre ça. Moi, ce que je rencontre au jour le jour, c'est du monde qui me dit, j'aimerais ça laisser une fois de temps en temps mon char à la maison. J'aimerais ça avoir moins de temps dans le trafic, plus de temps avec les gens que j'aime. Mais j'en ai pas d'alternative. Parce que l'autobus ne passe pas assez souvent. Parce qu'il n'y a pas d'autobus dans la région. Parce qu'il n'y a pas d'autopartage dans la MRC. Parce que pour partir de chez nous et aller visiter mes parents à Rimouski, il faut que je prenne 3 autobus avec 4 transferts, ça va me coûter 250$, puis une chance sur 2 qui ne passe pas. Moi, c'est ça que j'entends sur le terrain. Ce qu'on va faire à Québec solidaire, c'est donner des options écologiques aux gens. Moi, j'ai la conviction là, que les valeurs des Québécois et des Québécoises sont à bonne place. Que la plupart de nos concitoyens et concitoyennes, ils veulent faire des choix écologiques, c'est juste qu'ils n'ont pas ces choix-là. Puis mon message pour les Québécois et les Québécoises, c'est qu'il faut arrêter en environnement de se pointer du doigt. Toi, t'en fais-tu assez, Étienne? Étienne, il est pas mal. Étienne, il est pas mal top. Mais mettons, je sais pas ça, t'en fais-tu assez? Toi, Guy, t'en fais-tu assez? Moi, j'en fais assez. Puis on se pointe du doigt, on regarde tout ton comportement, on se sent mal, je suis assez bon, je suis assez catholique. Moi, ce que je dis aux Québécois, c'est qu'on aura beau tout boire notre 7-Up dans des pailles en carton. Si pendant ce temps-là, on construit le 3e lien et qu'on n'investit pas dans le transport en commun, ça servira à rien. Ce que je dis aux Québécois et Québécoises, c'est qu'il y a des choix qu'on peut juste faire ensemble. Il y a des choix qui sont trop lourds à porter pour qu'on les fasse chacun dans notre coin. Il y a des choix qui sont juste possibles si on se donne collectivement la possibilité de faire ces choix-là. C'est ça la révolution de transport de Québec solidaire. C'est donner à tout le monde la possibilité de faire le bon choix. C'est la pièce maîtresse de notre plan climat. Moi, je pense que c'est un beau projet. Je vais en parler tous les jours de la campagne électorale. Puis j'ai besoin que vous aussi, sur le terrain, vous en parliez au plus de gens possible. Je vous fais confiance. Trois crises. La crise du coût de la vie, dont la crise du logement est le principal élément. La crise du système de santé, le sort qu'on réserve à nos aînés, puis bien sûr la crise climatique. 3 grandes crises qui menacent l'avenir du Québec. 3 priorités pour la campagne de Québec solidaire. 3 crises pour lesquelles on a des solutions concrètes qui vont aider les gens, qui vont aider les Québécois et les Québécoises.